Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un livre, un vrai monument, un classique qui divise énormément. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Bonjour. Oui, c'est un livre qu'on adore ou qu'on déteste, mais qui laisse rarement indifférent. Exactement. L'idée de départ, tout le monde la connaît un peu. L'auteur a grandi avec, on va dire, deux figures paternelles. Son propre père, qu'il surnomme père pauvre, Mhm. qui était pourtant un homme brillant, hautement diplômé, fonctionnaire. Et puis il y avait le père de son meilleur ami, père riche. Et lui, c'était tout l'inverse. Il n'avait même pas fini le collège, mais il a bâti un véritable empire financier. Et c'est ce contraste qui est au cœur de tout. Ces deux hommes lui ont donné des leçons sur l'argent qui sont radicalement opposées. Totalement. Par exemple, Père pauvre disait souvent l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Une phrase assez classique finalement. Oui, Mais Père riche, lui, il retournait complètement le truc. Il disait non, c'est le manque d'argent qui est la racine de tous les maux. voilà. Et il y a une autre opposition que je trouve géniale. Face à un objet qu'il ne pouvait pas acheter, le père pauvre disait « je ne peux pas me le permettre ». Point final. Ça ferme la discussion. Une sorte de fin de non-recevoir mental. C'est ça. Alors que père riche, lui, interdisait formellement cette phrase. Il obligeait les enfants à se poser une autre question. Comment est-ce que je peux me le permettre ? Et là, ça change tout. Ça oblige le cerveau à se mettre en marche. Ça transforme une barrière en un défi, en un problème à résoudre. Alors aujourd'hui, on va creuser ensemble pour extraire les leçons clés de cette philosophie. Allons-y. Alors la toute première leçon, celle qui pose vraiment les fondations, les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'anecdote est assez connue. Le jeune Robert et son ami Mike, ils ont 9 ans. Mhm. Ils veulent devenir riches. Ils demandent donc à Père Riche de leur apprendre. Et sa réponse est surprenante. Il les embauche. Oui, il les embauche dans une de ses supérettes pour dépoussiérer des boîtes de conserve. Pour 10 centimes de l'heure. Une misère même pour l'époque. On imagine bien la scène, les deux gamins qui travaillent des heures pour repartir avec 3 pièces. La frustration a dû monter très très vite. Ah bah oui, ils se sentent exploités, sous-payés, et logiquement, ils ont juste envie de démissionner. Mais attends, quand on y pense, ça frôle l'exploitation d'enfants, non? Qu'est-ce qui fait que c'est une leçon et pas juste un adulte qui profite un peu de la situation? C'est une excellente question, et c'est toute la clé de l'approche de Père Riche. Ce n'est pas un job, c'est une simulation. D'accord. Quand Kiyosaki, furieux, va le voir pour démissionner, Père Riche lui explique qu'il est en train de lui donner un avant-goût de la vie. Il lui dit que la vie, en fait, elle te bouscule pour t'apprendre des choses. Et il met le doigt sur les deux émotions qui, selon lui, contrôlent notre vie financière, la peur et l'avidité. La peur et l'avidité, c'est-à-dire... Eh bien, la peur de manquer d'argent, de ne pas pouvoir payer ses factures, c'est ce qui nous pousse à accepter un emploi, n'importe lequel parfois. D'accord. Et une fois qu'on a le salaire, l'avidité, ou disons le désir, prend le dessus. On voit toutes ces choses qu'on peut s'acheter, et on se retrouve piégé dans un cycle sans fin, se lever, aller au travail, payer les factures, et recommencer. La fameuse rat race, la course de rats. Exactement. Et pour les forcer à sortir de ce piège émotionnel, il fait un truc encore plus radical. Il leur dit « Ok, continuez à travailler, mais je ne vous paye plus du tout. Alors là, c'est le coup de grâce. Et pourtant, c'est à ce moment-là que l'éclic se produit. » Précisément. En les privant complètement de salaire, il les oblige à sortir de la logique temps contre argent. Il les force à ouvrir les yeux et à utiliser leur imagination. À chercher une opportunité. Voilà. Leur cerveau doit trouver un moyen de créer de la valeur au lieu que ce soit juste leurs bras qui exécutent une tâche pour quelques centimes. Et c'est là qu'ils ont l'idée. Ils voient que le gérant de la supérette jette les bandes dessinées invendues. Ah oui. Ils négocient pour les récupérer gratuitement. Et dans le sous-sol de la maison de Mike, ils créent une petite bibliothèque. C'est génial comme idée. L'entrée coûte 10 centimes. Et pour ce prix, les enfants du quartier peuvent lire autant de BD qu'ils veulent pendant 2 heures. Et ça cartonne. Ils gagnent 9,50 $ par semaine. Ce qui est bien plus que leur ancien salaire. Beaucoup plus. Et surtout, la grande différence, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être là physiquement pour que l'argent rentre. Et c'est ça, la vraie leçon. Ce n'est pas tant l'argent qu'ils ont gagné, c'est le fait qu'ils ont créé un système, un petit actif qui travaille pour eux. Ils ont compris comment faire travailler l'argent pour eux. C'est la première pierre de l'édifice de l'intelligence financière. Et cette bibliothèque de BD, c'était donc leur tout premier actif. Ça nous amène tout droit au cœur de la philosophie de Kiyosaki. La leçon numéro 2. La plus importante peut-être. Il faut connaître la différence entre un actif et un passif, et n'acheter que des actifs. Et la définition qu'il en donne est d'une simplicité presque enfantine.
Mais c'est ça qui est puissant. Il ne se base que sur le flux de trésorerie, le fameux cash flow. Alors c'est quoi un actif pour lui? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Point. Et un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. C'est tout. D'accord, c'est limpide. Donc, si ça me rapporte de l'argent, c'est un actif. Si ça m'en coûte, c'est un passif. C'est exactement ça. La complexité, elle ne vient pas de la définition. Elle vient du fait qu'on a été conditionné à confondre les deux. Kiyosaki illustre ça avec des schémas très simples. Pour une personne pauvre, le revenu de son travail part directement dans les dépenses. Loyer, nourriture, transport. Et à la fin du mois, il reste zéro. Voilà. Pour la classe moyenne, c'est un peu différent. Le revenu est plus élevé, mais il sert à acheter des passifs qu'il croit être des actifs. Le crédit de la maison, le prêt pour la voiture, les dettes sur les cartes de crédit. Exactement. Et tous ces passifs génèrent encore plus de dépenses chaque mois, ce qui les enferme encore plus dans la rat race. Leur bilan est rempli de dettes, mais leur colonne d'actifs, elle, est vide. Et à l'inverse, la personne riche. Sa stratégie, c'est de se concentrer en priorité sur l'achat d'actifs. De l'immobilier locatif, des actions, des obligations, bref, des choses qui génèrent un revenu. On comprend bien que ce n'est pas le montant du salaire qui fait la richesse. C'est la structure financière qu'on met en place. Et c'est là qu'il loge sa bombe. Le truc qui fait hurler tout le monde. Il dit « Votre résidence principale n'est pas un actif. Ah oui, C'est un passif. c'est le point le plus controversé du livre, c'est certain. Ça heurte de plein fouet le rêve de toute une génération. » Mais oui, on nous a toujours dit que devenir propriétaire, c'était le meilleur investissement d'une vie. Bien sûr. Et il faut comprendre sa logique. Il ne dit pas qu'il ne faut pas acheter sa maison. Il dit qu'il ne faut pas la voir comme un investissement. Selon sa définition, qui est très stricte, je le rappelle. Basé sur le cash flow. Tant que votre maison vous coûte de l'argent chaque mois, crédit, taxes, entretien, assurance, eh bien, elle sort de l'argent de votre poche. C'est donc un passif. D'accord. Un actif immobilier, pour lui, ce serait un appartement qu'on loue et qui nous rapporte de l'argent chaque mois, après avoir payé toutes les charges. Voilà. C'est cette distinction qui est cruciale dans sa pensée. Ok, donc on a compris. Il faut acheter des actifs. Mais concrètement, quand on est salarié, qu'on passe sa journée au bureau, ça veut dire quoi, s'occuper de ses propres affaires? C'est la question de la leçon 3. Et il utilise une anecdote géniale sur Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Ah oui, je l'adore celle-là. Un jour, il est face à des étudiants en MBA et il leur demande « Dans quel secteur je travaille ?» Et évidemment, tout le monde répond en chœur. Dans les hamburgers. Toutes les villes du monde. Précisément, les hamburgers, c'était sa profession, c'est ce qui générait l'argent. Mais son business, sa vraie colonne d'actifs, c'était l'immobilier. La leçon, c'est qu'il faut distinguer les deux. Oui, votre profession paie vos factures aujourd'hui. Votre business, c'est ce qui assurera votre avenir. C'est votre colonne d'actifs que vous construisez en parallèle. D'accord. Et j'imagine qu'une fois qu'on commence à avoir quelques actifs, un autre problème se pose. Comment on les protège? Surtout des impôts. On arrive à la 4e leçon, le pouvoir des sociétés. Kiyosaki explique que les impôts, à l'origine, ont été créés pour taxer les plus riches. Le mythe de Robin des Bois, un peu. C'est ça. Sauf que les riches, étant mieux éduqués financièrement, ont très vite trouvé des moyens légaux de minimiser leurs impôts. Et l'outil principal pour ça, c'est la société, la corporation. Et du coup, la charge fiscale a glissé sur la classe moyenne. En grande partie, oui. La différence fondamentale, c'est l'ordre dans lequel on paye l'impôt. C'est-à-dire? Pour un employé, le schéma c'est 1. Tu gagnes de l'argent. 2. Tu payes tes impôts. 3. Tu dépenses ce qui reste. C'est simple, oui. Pour une société, c'est l'inverse. 1. Elle gagne de l'argent. 2. Elle dépense tout ce qu'elle peut pour son fonctionnement. Et 3. Elle paye des impôts sur ce qui reste à la fin. La différence est colossale. Parce que beaucoup de dépenses peuvent être passées en frais professionnels. La voiture, certains voyages, les repas d'affaires. Tout à fait. C'est payé avec de l'argent avant impôt. Et au-delà de l'avantage fiscal, la société agit aussi comme un bouclier juridique qui sépare le patrimoine personnel du patrimoine de l'entreprise. D'accord. On a parlé de la mentalité, de la gestion, de la protection. Reste la dernière leçon, peut-être la plus conceptuelle. Les riches inventent l'argent. Ça sonne un peu magique dit comme ça. C'est un peu ça. L'idée, c'est que l'argent n'est pas une ressource finie qu'on doit aller chercher, c'est une idée qu'on peut créer. L'intelligence financière à son plus haut niveau, c'est de voir des opportunités de créer de la valeur là où personne n'en voit. Notre esprit serait notre plus grand atout. C'est exactement ce qu'il dit. Et il donne un exemple concret pour illustrer ça. Un exemple qui m'avait vraiment marqué. Vas-y, raconte. On est au début des années 90. Le marché immobilier à Phoenix est en pleine crise.
C'est la panique générale. Le meilleur moment pour acheter, donc. Pour celui qui a du courage, oui. Il repère une maison qui vaut 75 000 $, mais qui est bradée à 20 000 dans une vente forcée. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas les 20 000 $. Classique. Que fait-il? D'abord, il trouve un ami qui lui prête 2 000 $ pour verser un acompte et bloquer l'affaire. D'accord. Ensuite, il publie immédiatement une annonce pour vendre cette même maison, mais pas à 20 000, à 60 000 $. Et il ajoute la mention magique « Aucun apport nécessaire Attends. Il vante un bien qu'il ne possède même pas encore. C'est osé. ». C'est très osé. Et évidemment, son téléphone explose. Il trouve très vite un acheteur. Et comment ça se passe, légalement? Tout se passe chez l'avocat. L'acheteur final apporte les fonds. Sur les 60 000 $, 20 000 servent à payer le vendeur initial pour que Kiyosaki devienne propriétaire une fraction de seconde. Les 40 000 $ restants deviennent une créance de l'acheteur envers la société de Kiyosaki. Une reconnaissance de dette? Voilà, au final, il rembourse son ami avec les intérêts et il se retrouve sans avoir mis un euro de sa poche avec un actif de 40 000 $ qui lui rapporte de l'argent tous les mois. C'est fou. C'est là qu'on comprend le titre « Inventé ». Il a littéralement inventé un actif. C'est la combinaison de plusieurs compétences. La connaissance du marché, la négociation, la maîtrise des montages financiers et juridiques et surtout l'audace. L'audace d'agir quand tout le monde a peur. Exactement. 99% des gens voyaient un marché en crise et la peur leur disait de fuir. Lui, il a vu la même situation et son éducation financière lui a crié « opportunité ». La réalité est la même, mais le filtre mental change tout. C'est une excellente conclusion. Si on résume, les leçons de ce livre, c'est un vrai changement de paradigme. Complètement. Le premier point, c'est de sortir de la rat race en maîtrisant ses émotions, la peur et le désir. Le deuxième, se concentrer de manière quasi obsessionnelle sur la construction de sa colonne d'actifs. Savoir ce qui nous enrichit et ce qui nous appauvrit. Et enfin, comprendre que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est l'intelligence financière. C'est cette compétence qui permet de créer de la valeur, même en partant de zéro. C'est une perspective vraiment puissante. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. L'auteur martèle que notre plus grand atout, c'est notre esprit. Si notre cerveau est l'outil principal pour créer de la richesse, bien plus que notre salaire ou nos diplômes, alors la vraie question devient: Comment on l'entraîne ? comment l'entraîne-t-on activement chaque jour pour qu'il apprenne à voir ce que les autres, par habitude ou par peur, ne verront jamais?